Bom, a gente vai dar início, então, ao minicurso intitulado Reflexões sobre a obra cinematográfica de Chantal Akerman. Temos como ministrantes o professor Luiz Fernando Medeiros de Carvalho e o professor Sérgio Dominique Magel. Logo mais eu vou apresentar aqui rapidamente, pelo menos uma síntese aqui do currículo dos nossos dois convidados. Esse minicurso, ele é uma ação organizada pelo curso de letras, da unidade universitária aqui de Campo Grande. É um minicurso que, como vocês podem ver, envolve um diálogo não só da área de letras, mas uma interface também com o cinema e com a filosofia. Portanto, se tiver também pessoas aqui de outras áreas, sejam muito bem-vindos, porque a proposta é justamente essa, uma ação bastante transdisciplinar. E também temos essa ação organizada de maneira mais específica pelo LITS, que é o Grupo Literatura, História e Sociedade, do qual eu faço parte, e é coordenado pelo professor Daniel Abrão. Infelizmente, hoje não pôde estar presente, mas gostaria de deixar registrado que é também o proponente dessa ação. Foi o cara que planejou e fez o convite também ao professor Luiz Fernando e ao professor Magel para estarem aqui conosco hoje. Tá? Algumas informações, alunos, e todos os participantes aqui do minicurso. O minicurso está dividido em 3 dias, então ele vai acontecer hoje, amanhã e depois, e ele vai fechar uma carga de 6 horas, um certificado de 6 horas, tá bom? Então, mais ao final dessa primeira aula de hoje, a gente vai passar uma lista de presença, pedir até para vocês assinarem, tá, por extenso, da melhor maneira possível, para a gente poder depois gerar o certificado para vocês, que será enviado por e-mail, tá bom? Aqui só uma apresentação bem rápida do que será o minicurso. Este minicurso abordará alguns filmes da diretora belga Chantal Akerman, trazendo reflexões entre cinema, literatura e filosofia. Chantal Akerman, nascida em Bruxelas em 1950 e falecida em Paris em 2015. Chantal foi uma importante cineasta europeia, bastante vinculada ao movimento feminista e ao cinema moderno, sendo muitas vezes relacionada em especial ao cinema de Jean-Luc Godard e ao viés não narrativo na representação fílmica. Esse não narrativo aqui é um pouco problemático, Claro que é narrativo, mas vamos dizer assim, uma narrativa bastante peculiar, bastante diferente. Discutir sobre a obra de Akerman é uma oportunidade para abrir a nossa mente para aspectos mais vastos também da representação artística na modernidade e, em especial, também na contemporaneidade, bem como para as implicações políticas e éticas que tangenciam a representação ficcional. Então, como eu disse, o minicurso será dividido em 3 dias, compondo essa carga horária de 6 horas. Em cada dia, os ministrantes farão incursões teóricas a partir de alguns filmes da cineasta. O ideal, a gente conversou um pouco sobre isso, que houvesse um pré-requisito, de vocês também terem assistido aos filmes. Como não foi possível dentro do nosso planejamento, então, em determinados momentos, a gente vai exibir aqui trechos, dos filmes que depois serão comentados pelos nossos palestrantes. Então, aqui só agora uma síntese rápida do currículo dos nossos convidados. Sérgio Dominique Magel PhD em Filosofia pela Escola de Estudos Avançados e Ciências Sociais em Paris, onde recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado, escrita entre 1989 e 1992. Tem doutorado em Estudos Comparados de Religião pela Universidade de Genebra, 2002 a 2005. Mestrado em Filosofia Estética pela Universidade de Genebra, onde também recebeu o prêmio da Escola de Artes Liberais. Especialização em História da Filosofia Estética pela Sorbonne, Paris 4, em 92. Especialização em Expressão Artística pela Escola de Artes Decorativas de Genebra, Suíça, de 78 a 81. Licenciatura e mestrado em Mídia Mista, Estética do Cinema pela Escola de Artes Visuais de Genebra, Suíça. Licenciatura em Filosofia, Linguística e Semiologia pela Universidade de Genebra, entre 84 e 86. Possui formação em cursos de pouca duração em literatura francesa, hebraico bíblico, grego antigo, latim. Investigador sênior do Instituto para as Humanidades e Medicina pela Universidade de Lausanne, 2018.
professor titular no Departamento de Estudos Cinematográficos da Escola Cantonale d'Arte pela Universidade de Lausanne, Suíça, professor do Departamento de História, Universidade de Neuchâtel, Suíça, professor visitante do Departamento de Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor visitante do Departamento de Estudos Religiosos, Paris, professor visitante pela Copeland Fellow, Amherst, Estados Unidos, professor visitante do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade de São José, Beirute, Líbano, professor visitante do Departamento de Francês pela Universidade Federal Fluminense, diretor de um projeto de investigação na Escola de Arte e Design de Genebra, projeto intitulado Novas Formas de Subjetivação na Era da Reprodução Digital, Literatura, Arte, Filosofia e Ciências Sociais. Atualmente é professor visitante da Universidade de Brasília, tem experiência na área de artes, com ênfase em cinema, literatura, mídia mista e teatro. E diversos livros publicados, não vou nomeá-los aqui, mas um currículo vastíssimo, como vocês podem ver. Professor Luiz Fernando Medeiros de Carvalho, graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, em 78, doutorado em Letras pela mesma instituição, em 1986, e pós-doutorado em Paris 1, com Sarah Kaufmann, em 1987, na Escola de Estudos Avançados, também com Jacques Derrida, 1977, 94 e 97. Experiência na área de Letras e Filosofia, com ênfase em literatura brasileira e teoria da literatura. São seus temas de interesse e pesquisa: desconstrução, alteridade, poesia e narrativa contemporâneas, filosofia contemporânea, relações entre literatura, cinema e dramaturgia, experiência na administração de curso de pós-graduação e também graduação. Peço que a gente receba uma salva de palmas dos nossos convidados. Logo mais também teremos, ainda nessa ocasião da primeira aula do minicurso, o lançamento do livro Reflexões sobre a Obra Cinematográfica de Chantal Akerman, que será também o tema deste minicurso. Passo a palavra aqui a Luiz e Magela. Uma vez, obrigado por terem aceito o nosso convite e prestigiado a nossa universidade. Muito obrigado. Pela quinta vez que eu já retorno aqui. Estão ouvindo? Desligou? Está funcionando. Está saindo lá na caixa? Estão ouvindo aí? É? Sim. Pela quinta vez retorno a esse auditório e agradeço muito as palavras do professor Volmir, que domina tudo, não é? Ele já falou coisas muito interessantes sobre a Chantal. Eu faria 5 perguntas iniciais, ele retoma o que eu comento, em seguida eu leio um texto que é a abertura do livro, depois faço perguntas a ele, é uma parceria. E ele lê o seu texto com a tradução, que é um capítulo em português. Então, para iniciar, para esquentar, por que Chantal? Por que cinema? Por que este livro? E por que corpos? E por que corpos alterados? E por que corpos alienados? Então vamos tentar, aos poucos, responder. Por que Chantal Akerman? Porque Chantal Akerman, ela faz parte de uma experiência de cinema experimental, com arte experimental nova-iorquina, desde Andy Warhol, e principalmente porque ela é uma mulher cineasta, que coloca as questões mais interessantes para a questão do feminismo no seu cinema. E no seu cinema ela manifesta o nomadismo. O nomadismo do cinema de Chantal é também o nomadismo do pensamento.
Pensar é, de alguma forma, sair do lugar, sempre sair do lugar. Então, essa é a grande experiência de Chantal Ackman, fazer com que o seu espectador dos seus filmes saiam do lugar, movimente o músculo ocular e consiga enxergar outros aspectos para fora do oikos, para fora da casa, para fora do próprio, etc. E por que cinema? Porque o cinema é isso. O cinema é uma arte popular que movimenta, que ensina, que pode gerar autonomia, pode gerar uma educação. E por que este livro? Porque essa é uma experiência de conversa que eu tenho com ele há um ano. Uma conversa que se concentrou nesse livro. Algumas pessoas falam, você só pensa em livro? Não, eu penso no mundo. Mas o livro, para mim, é uma cápsula cognitiva. Muito importante, eu estou falando para professores e futuros professores, alunos de letras ou de outros saberes. Mas todos nós vivemos a angústia de preparar a aula, às vezes preparar a aula em cima do lance. Não é? Então, por que fazer livro? O livro, eu inverto. Fazer livro é construir uma cápsula cognitiva, a partir da qual você fala, você prepara e se prepara para a vida. Esse é um conceito que eu estou lançando aqui para vocês, pela minha experiência enorme. Eu sou titular da Federal Fluminense de Literatura Brasileira. Estou ao lado de Sérgio Margel, que foi o primeiro aluno de doutorado de Jacques Derrida. E quando eu fui à França pela terceira vez, seguir o seminário de Jacques Derrida, em 1987, ele estava lecionando lá, na França, tragédia grega. Então eu fui aluno dele. Ele é mais novo que eu fui aluno dele. E no ano seguinte eu convidei para vir à Universidade Federal Fluminense. Então são quase 30 anos de conversa com ele. E recentemente, de um ano e meio para cá, a gente começou uma conversa sobre Chantal Ackman, mas que exige um silêncio, que exige um esforço de concentração, né, que resultou nesse livro. Esse livro, então, é uma cápsula cognitiva, um esforço de concentração e uma experiência muito vibrátil com esse nomadismo da Chantal Ackman. Né? E agora eu pergunto a ele, por que o título? Por que corpo? Por que corpos alterados? Por que corpos alienados? Com a palavra, Sérgio Margel. Obrigado, Luiz Campos, par la convivialité. Je vais parler en portugais, en français, tu vas traduire. Je vais être bref, et je vais contribuer à ce que tu viens de dire et d'introduire en insistant peut-être sur un point important du cinéma de Chantal Ackman que tu as quand même exposé, c'est la question de l'expérimentation. Le cinéma de Chantal Ackman, c'est d'abord et avant tout une expérimentation cinématographique, c'est-à-dire un cinéma qui revient continuellement sur la forme du cinéma, et pas seulement sur le contenu, évidemment aussi, mais sur la forme. C'est-à-dire, en premier lieu, le rapport entre le cinéma et la littérature, c'est-à-dire la narration. On l'évoquait avant, c'est un cinéma non narratif. Pas vraiment, en fait. Oui et non. C'est-à-dire, c'est un cinéma qui va travailler
les structures narratives, qui va, on pourrait dire, avec Derrida, les déconstruire, ou les transformer, les modifier, les critiquer, les réinventer aussi, mais tout en restant dans un certain univers narratif. Tem alguém que conheça bem o francês que possa traduzir o que ele fala? Pode vir. Vem aqui, claro. Bravo! Porque essa é a experiência da francofonia, a liberdade dos falantes da língua. Pode falar. Ele faz um certificado. Mas aí eu vou ter que me repetir, porque eu não observei tudo que ele falou. Não, alguma coisa que ele falou. Je vais vous demander de résumer un petit peu, juste pour résumer, parce que... Hein? Bonsoir. Je vais traduire ce que j'ai dit. Ok, je redis. Sur la narration, c'est-à-dire que le cinéma expérimental de Chantal Akerman passe d'abord et avant tout par une réflexion, une déconstruction du système narratif et de l'écriture cinématographique. Bom, então, ele diz que a obra da Chantal passa, antes de tudo, por uma reflexão da construção, né, da obra. La narration. Da narração. Surpresa. C'est bien. Si. Tá bem assim? Ele traduzindo? Tá bom. Você quer subir lá e ficar à vontade? Acho que fica melhor. Une autre chose, une deuxième chose importante à mon sens, que tu évoquais aussi, pourquoi le cinéma, pourquoi le cinéma? Pourquoi le cinéma dans une faculté de lettres? Porque o cinema numa faculdade de letras. D'abord parce que le cinéma, c'est une écriture. O cinema é uma escrita. C'est une écriture. C'est lié à la littérature, c'est pas du tout. C'est bien différent, mais c'est lié à la Está littérature. ligado à literatura, mas é diferente. Mas ligado à literatura. En ce sens que le cinéma passe aussi par l'écriture, mais avec des moyens différents. Le cinéma, c'est un langage. C'est un langage avec une syntaxe, avec une grammaire, avec une rhétorique. Bom, então o cinema ele é uma forma de... Ele tem sua sintaxe, ele passa pela literatura, porém é uma linguagem. Diferente da literatura, porém tem da literatura, né? O cinema. C'est- Mais il faut étudier le cinéma comme on étudie la littérature. É necessário estudar o cinema assim como estudamos a literatura. Avec la même rigueur, Com a mesma, rigorosamente da mesma forma. avec la même attention, avec les mêmes outils académiques et scientifiques. Com os mesmos princípios acadêmicos que nós temos na literatura. Il faut quitter le cinéma comme simple divertissement. Hein? Hein? É necessário sair Cinema. do cinema sem ter a mesma forma de diversão, né? Só apenas diversão. Né? Hein? Il faut mettre le cinéma au niveau d'un art. C'est difficile, l'histoire du cinéma est en lutte pour acquérir le statut de l'art. Hein? O cinema está penando para conseguir atingir o status de arte, né? Ele está lutando para conseguir esse status de arte. Et ça, c'est des cinéastes comme Chantal Akerman qui le font. Il y en a beaucoup, hein, c'est pas la seule, mais Chantal Akerman fait partie des cinéastes qui font du cinéma un art. E Ils sont pas courant. Chantal é uma das que faz o cinema como arte. Não há tanto, há bastante, mas ela é uma das. Et une autre chose extrêmement importante, Outra coisa muito importante, pourquoi le cinéma? por que o cinema? C'est la question que tu évoquais aussi, du cinéma comme éducation. O cinema como educação, Non pas comme divertissement, mais comme éducation. não como diversão, mas como educação. Au sens de Marx, de Benjamin et de beaucoup d'autres,
d'une éducation du peuple qui lui donne une autonomie de pensée. Do ponto de vista de Benjamin, de Marx, que traz uma autonomia de pensamento no campo crítico. Si. Jean-Luc Godard, grand cinéaste suisse toujours vivant, suisse et français, disait: si on avait écouté l'histoire du cinéma, il n'y aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Se nós tivéssemos escutado a história do cinema, não teria tido uma Segunda Guerra Mundial. C'est Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Un grand cinéaste. É uma tese genial. Le cinéma, finalement, a une dimension politique et éducative. Il peut donner aux citoyens, au peuple, les moyens de penser de façon autonome. Ça, c'est la thèse. A tese diz que o cinema pode dar autonomia para o cidadão e pensar de forma crítica, né, e autônomo. Chantal Akerman, elle fait ça aussi. Elle travaille le langage cinématographique, mais elle travaille aussi la question éducative et politique de l'autonomie. Alors, on est plutôt dans une réflexion sur la femme, c'est vrai. La dimension féminine que tu évoquais, ou la dimension du colonialisme, qui est aussi extrêmement important, qui passe par la question des minorités, des exclusions, mais il faut penser autonomement, de façon autonome, ces questions politiques, et le cinéma peut le faire. Traduire un petit peu parce que je ne comprends pas vraiment ce que dit. Le cinéma de Chantal Akerman passe par la question de la femme. O cinema da Chantal Akerman passa pela questão da mulher. Et aussi la question de la colonisation. E também da colonização. Donc son cinéma politique a des enjeux très précis. São cinema político. Des enjeux très précis. Des enjeux des formes, de formas muito precisas. La différence des sexes. A diferença dos gêneros. Et la différence des pouvoirs et des cultures. E da diferença do poder da cultura. Si. Et on va voir aujourd'hui, je vais m'arrêter là, avant de regarder un extrait, on va voir aujourd'hui deux grands extraits d'un film extrêmement important. Nós vamos ver hoje dois grandes tratos, né, de dois filmes muito importantes. De Jeanne Dielman. Jeanne Dielman, le titre exact en entier, Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. O nome é Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce é o nome, em Bruxelas, 1975. On va voir deux extraits de ce film. Ce film dure, on n'en verra que deux extraits, 20 minutes environ. Il dure 3 heures. C'est très long, c'est un très long film, on ne peut pas regarder ensemble, malheureusement. Il est magnifique. O filme dura mais ou menos 3 horas, mas a gente vai ver apenas 20 minutos. Ce film, pour le résumer en 2 mots, concerne une relation entre une mère et son enfant, 3 jours, 3 heures, qui se répètent un jour après l'autre, mais avec une toute petite modification d'un jour à l'autre, et qui va terminer dans un drame. Et c'est le début et la fin qu'on va regarder. O filme consiste na história de uma mãe e um filho, uma criança, que a cada 3 horas ou cada 3 dias, por 3 dias, chaque journée correspond à 1 heure dans le film. O filme inteiro tem 3 horas, cada hora corresponde a 1 hora. E a cada dia, os dias são iguais, mas mudam uma coisinha por dia. Et on va voir le début et la fin. Nós vamos ver o começo e o final. A capa desse livro é uma homenagem à atriz
do filme, desse primeiro filme de impacto vanguardista de Chantal Akerman, Delphine Seyrig, que é descendente do povo de Saussure, da família do linguista Saussure. A capa, então, é uma homenagem a ela. Ela está ao lado da Chantal, diretora. Muito obrigado. Mas vamos contar com você. Assim não, pode falar que eu volto. Ele falou para assistir. Eu vou ler a abertura do livro. Vou ler o capítulo chamado Abertura. É rápido. Este trabalho fala dos corpos. Também vai aparecer ali o texto. Este trabalho fala dos corpos. Corpos de mulheres, corpos de homens, corpos anônimos. O corpo é o próprio corpo, mas é também o corpo do outro. O outro corpo, seja alterado, alienado, próximo ou longínquo, destinado a nascer ou condenado à morte. Este trabalho trata da obra cinematográfica de Chantal Akerman. Em todos os seus filmes, desde o primeiro, Je, tu, il, elle, eu, tu, ele, ela, em 1974, o corpo não é um tema sobre o qual se fala, se observa ou se representa, mas um lugar que se habita e se ocupa, se troca e partilha. Entre um aqui e um alhures, os corpos representam um jogo de multiplicidades indefinidas, de evanescências de forma, que coloca a questão da identidade do corpo próprio, do lugar do sujeito sensível, pensante, ou do sujeito que fala, do lugar em seu próprio nome, que se interessa ao outro ou a si mesmo. Há corpos exemplares, o da mãe, o do filho, o do amante, que se cruzam sem jamais se confundir. São corpos heterogêneos, dispersos, sem relação nem reciprocidade, sem promessa nem ameaça. Nos filmes de Chantal Akerman, os corpos representam o desdobramento do espaço, o deslizamento do tempo. Eles são, e antes de tudo, lugares de uma extrema atenção ao espaço e ao tempo. O tempo do desejo, o tempo do erotismo, o tempo do incesto, constitui sobretudo a atenção dos corpos, que deixam o corpo nu, sozinho, sem exterioridade, perdido em um deserto, sem palavras. Dentre esses corpos, uma atenção particular é consagrada ao corpo da mãe. É um corpo comum, um corpo como qualquer outro, mas ao mesmo tempo um corpo este corpo difere de outros corpos. Muitas vezes atribuíram-lhe um interdito. O corpo da mãe assume ele próprio a proibição do incesto. Nos filmes de Chantal Akerman, a mãe se distingue da maternidade e, nesse sentido, ao erotismo materno não incestuoso. Essa é uma questão que eu vou colocar para ele. O corpo da mãe é sem propriedade, sem qualidade. A mãe representa o corpo da escuta, da espera, da promessa. Ele constitui a abertura de possibilidades, como no filme Os Encontros de Ana, de 1978. A maternidade, por outro lado, reduz o corpo da mãe a propriedades, o identifica a qualidades dadas que o encerram nele mesmo, tornando-se assim o fechamento dos possíveis e fim do possível. O corpo da mãe é assombrado pela maternidade, como a promessa pela ameaça, como a escuta pela negação, a atenção pelo desprezo. Filmar o corpo da mãe é dar uma chance à promessa. O corpo da mãe representa a hipérbole do corpo inocente,
antes de toda inocência, toda oposição entre inocência e culpabilidade, antes de toda distinção moral, jurídica, filosófica e teológica que fazem do inocente aquele que não fez aquilo que não se pode fazer. O corpo inocente é o corpo que se mostra nu, como Adão que se vê nu. É o corpo que mostra que ele se sabe nu. O corpo inocente da mãe representa uma certa nudez, uma nudez absoluta, que Adão jamais não conseguiu preencher, que nenhuma túnica de pele pôde reparar. Nos filmes de Ackerman, todos os homens são como Adão, diante de sua própria nudez, dilacerado entre a vergonha e o desprezo, dividido entre o dever e o desejo, o trabalho e o gozo, a gana de poder e a perda infinita. Nesse sentido, a hipérbole do corpo inocente é a mãe de Adão e a mãe daquele que não tem mãe. Ackerman diria, é a mãe daquele que recusou a mãe, nos dois sentidos do termo. Adão não teve mãe, nem conheceu mãe. Trata-se da arquiproibição do incesto, que recusa ao corpo ser inocente e lhe dá somente o direito à inocência. O corpo da mãe é um corpo inocente no sentido em que ele não existe. Ele não existe, mas está lá, é visto, fala, observa. Ele nos fala e nos olha. Ele fala de nós, às vezes em nosso lugar. Nos filmes de Ackerman, tem-se a impressão que é sempre esse corpo que fala e que se vê. A mãe de Chantal Ackerman está presente nos seus filmes. Na quarta capa é a Chantal Ackerman pequena com a mãe, que é protagonista de vários filmes dela. Por toda parte, a mãe é vista, ela brinca, ela testemunha, ela narra a sua vida, ela se dirige à sua filha, escreve cartas à sua filha, que são lidas pela filha em voz off. Ela se encarna nas personas de ficção, imprime-se nos olhares, é ouvida no grão das vozes, espera pela filha nas galhas e se encontra no meio das ruas desertas. Mas o corpo da mãe está presente fora de tudo isso. Ele está presente no próprio corpo de Chantal Ackerman. Ele é sua nudez absoluta, a nudez que Adão recusou, depois de ter falhado, condenado à vergonha, à humilhação e à frustração. O corpo inocente da mãe está presente no olho da câmera. Esse texto nós escrevemos juntos, nessa abertura. Então vamos colocar agora os 20 minutos, a primeira sequência do filme de Chantal Ackerman, de irmã, e depois a última sequência, para ele poder falar no seu capítulo. Eu escrevi um capítulo sobre a mãe, mas vai ficar lá para o final do curso. Tem que fazer.
Vai retroceder um pouquinho para a primeira cena. Ele começou na segunda cena, mas o professor Margel gostaria de falar algo especificamente sobre a primeira cena, então a gente vai voltar a ela, tá? Observe a mão dela, essa cena.
Alors, la semaine prochaine.
E nós vamos saltar para a terceira noite, com um desfecho muito incrível. E vocês vão ver a terceira noite agora. E em seguida ele vai interpretar essas duas sequências.
observem nessa sequência a mão em vários momentos. A mão.
en 3 parties, selon les 3 journées qui rythment et scandent le film. 3 jours, 3 récits, 3 clients, comme une phrase qui se répète, qui tourne en rond et se replie en boucle. Comme une litanie religieuse, une rhapsodie qui veut rejoindre l'éternité dans la répétition du même, la reproduction de l'identique, les mots, les gestes, les mouvements du corps et la disposition des choses dans l'espace. Tout ce qui arrive doit être déjà vu, déjà vécu, pensé comme quelque chose qui est déjà arrivé. Ce film est un film sur l'accident, la catastrophe. On pourrait aussi parler de faille. Ce film est un film sur la faille. Elle est partout et nulle part. Elle traverse la durée temporelle des séquences et occupe la disposition spatiale des plans. La faille fait partie du quotidien de Jeanne Libre. Elle gouverne son économie domestique et organise le mouvement ordinaire de ses gestes et repas, la vaisselle, les courses et la prostitution. La faille, une faille, c'est déjà plusieurs choses à la fois. Ce terme provient du verbe en latin faillir, du latin populaire faillire, du latin classique fallere, tromper. De là provient l'idée d'échapper à quelque chose ou à quelqu'un, manquer, faire défaut, défaillir, et plus encore commettre une faute. En somme, la faille dit tout à la fois le défaut, comme un défaut de fabrique, le manque, comme on manque du nécessaire pour payer une dette, et la faute qu'on commet parfois par erreur. Or, si la faille vient du verbe faillir, elle provient aussi du verbe falloir, en français en tout cas, qui se conjugue toujours à l'impersonnel, il faut, il s'en faut, peu s'en faut, indiquant la nécessité ou le besoin. La faille, c'est le défaut qu'il faut. C'est ce qui indique la nécessité et le besoin. C'est ce manque dont a besoin le quotidien afin de poursuivre son cours ordinaire, se produire ou se répéter de jour en jour à l'identique. Or, on parle encore de faille de soi, ou d'étoffe
à gros grains dont les femmes se couvrent la tête. Victor Hugo rappelait la coutume des femmes bruxelloises. Le film s'apporte sur Bruxelles. Les femmes de Bruxelles, dit Victor Hugo, portent la faille, presque la mantille, ce qui les drape admirablement. Jeanne Dillman porte la faille à plusieurs reprises dans le film. Lorsqu'elle sort, lorsqu'elle fait les courses, boit un café ou encore se promène. Voilà. Jeanne Dillman porte la faille sur son corps religieusement, comme on porte une mantille à la messe, pour se cacher, se voiler, s'effacer, effacer une souillure féminine. Jeanne Dillman, 23 qui du commerce, est un film sur la souillure des femmes, qu'il faut tout à la fois conjurer et nettoyer, consacrer et purifier, d'abord par la cuisine, le ménage et le bain. Une fois le premier client sorti de l'appartement, on l'a vu, de la première scène, en 4 minutes 20, Jeanne Dillman entame 3 gestes de l'ordinaire féminin qui consacre et purifie la faille de son corps. Autre mot désormais pour souillure. Tout d'abord, la cuisson des pommes de terre, qui ouvre le film et dure le temps de la passe avec le premier client. En coïncidant avec le temps de la cuisson, cette passe représente ainsi le passage du cru au cuit, à la fois la préparation du repas et l'argent qu'il faut gagner pour manger, et qui va droit dans la soupière. Ensuite, le plan séquence de la serviette souillée sur le lit, de 5 minutes à 6 minutes 37, que Jeanne Dillman jette dans le linge sale. Et là, comment ne pas faire le lien d'évocation entre cette serviette sale que Jeanne Dillman met sous son corps pour protéger son lit de la souillure et la faille de soie qu'elle met sur sa tête pour se couvrir et protéger sa coiffe. Enfin, troisième plan séquence, de 6 minutes 38 à 4 minutes 42, Jeanne Dillman se lave, on l'a vu. Non seulement elle se baigne, mais elle se nettoie avec beaucoup d'énergie et d'insistance avant de laver la baignoire elle-même. Ces 3 plans séquences, on vient de voir, durent plus de 10 minutes et constituent les premières scènes du film. Alors que la passe filmée, la passe avec le premier client, hors champ, est montée en ellipse de 2 minutes 32 à 2 minutes 42, 10 secondes. Les séquences de cuisine, de rangement et de nettoyage sont toujours filmées en temps réel, ce qui donne un côté extrêmement long. Et les prises de son sont augmentées, marquant d'autant plus et d'autant mieux le poids de la réalité quotidienne. Ce n'est pas la souillure qui compte, mais sa purification. Le déroulement du film inverse le raisonnement habituel sur la souillure des femmes. Entre saleté et propreté, taches de sang, traces de sperme et machines à laver. La femme ne passe plus son temps à nettoyer parce qu'elle est souillée, parce qu'elle a souillé. Mais on déduit la souillure féminine en hors-champ du travail acharné et régulier de la ménagère. La souillure ne se voit pas, on ne lui donne aucun espace, aucun temps, sinon celui du hors-champ, du dehors invisible et intangible, et quelques signes connotés qui s'y réfèrent, comme la serviette sur le lit ou l'argent dans la soupière. Lorsque la souillure se voit à la fin du film, elle coïncide avec le meurtre du dernier client, au 3e jour. Les traces de sperme qui souillent quotidiennement le lit sont alors effacées et remplacées par les taches de sang meurtrier qui consacrent une liberté et bouleversent Jeanne Dillman dans son ordinaire féminin. J'appelle ici faille le désastre du quotidien. C'est le bouleversement de l'ordinaire, la désorientation de l'espace et le désordre du temps domestique. Cette faille a commencé bien avant dans le film, à vrai dire, dès la fin du premier jour. Elle n'a sans doute jamais quitté l'ordinaire de Jeanne Dillman. Mais elle se manifeste et s'énonce explicitement dans le dernier discours de la journée entre la mère Jeanne Dillman et son fils Sylvain.
Comme tous les soirs, ils ont mangé, écouté un peu de musique et se sont promenés dans le quartier. Puis ils ont préparé le lit dépliant de Sylvain, qui ressemble à un embryon, ce lit, qui se trouve dans la salle à manger. Comme dans son berceau, Sylvain dort là où il mange. De 35 minutes à 37 minutes, on voit Jeanne Dillman dans la chambre, en chemise de nuit, qui se coiffe lentement, longuement et avec soin devant son miroir, face à une photo en noir et blanc, sans doute d'elle-même et de son mari, mort depuis 6 ans. Elle met son peignoir, range ses affaires de nuit sur la table et rejoint son fils avant de dormir. De 37 minutes à 39 minutes s'entame une discussion troublante entre la mère et le fils au sujet du père mort, qui tourne très vite sur la jouissance féminine. Cette discussion porte précisément sur la jouissance de la mère et ouvre par là, révèle une faille, encore une, dans la vie de Jeanne Dillman, et en même temps met un terme au premier jeu. On voit la mère embrasser son fils en train de lire sur son lit, puis le discours commence. Je cite le discours. La mère dit « Tu lis comme ça, sans s'arrêter, tout à fait comme ton père. » Sylvain. « Oui, je sais, tu m'as déjà dit ça. Mon père, comment l'as-tu rencontré ?» La mère. « Pourquoi tu me demandes ça juste maintenant ?» Sylvain. Je venais de lire le mot miracle. Et je pensais qu'à tante Fernande qui disait toujours qu'elle avait rencontré Jack par miracle. La mère. Oui, il est mort en 1944. Il est venu nous délivrer et jeter du chewing-gum et du chocolat. Et nous, on leur jetait des fleurs. Et ton père, je l'ai rencontré quand les Américains étaient déjà partis. Moi, j'habitais chez les tantes parce que mes parents étaient morts. Et un jour, j'étais allé au bois de la Cambre avec une amie, c'était un samedi. Je ne me souviens plus quel temps il faisait. Mon ami le connaissait, tu sais bien quel ami, je te l'ai déjà montré sur des photos. On s'est revu un peu, je faisais les factures en face, mais j'étais très mal payé. Chez les tantes, c'était triste. Et je ne savais pas si je voulais me marier. Mais de toute façon, ça devait se faire. Tout le monde le faisait. C'est dans l'ordre des choses, comme on dit. Et puis, les tantes disaient, c'est un brave garçon, il a de l'argent. Il te rendra heureuse, mais j'hésitais encore un peu. Car j'avais vraiment envie d'avoir un chez moi, de partir de chez les tantes, d'avoir un enfant. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, il a fait de mauvaises affaires, alors je l'ai épousé. Tu sais, ça arrivait après la guerre. Les tantes ne voulaient pas, elles disaient qu'une belle fille comme moi pouvait tomber mieux. Que si j'attendais un peu, je trouverais un homme qui me ferait une belle vie. Elles ont commencé à dire qu'il était laid, qu'il était ceci, qu'il était cela, mais je n'écoutais personne. Et s'il était laid, dit le fils, tu n'avais pas envie de faire l'amour avec lui? La mère, laid, pas laid, tu sais, ça n'avait aucune importance. Ça ne faisait rien. Et tu sais, faire l'amour, comme tu dis, c'est un détail. Et puis, je t'avais. Et puis, il n'était pas si laid que ça, le fils. Et tu aurais eu envie de te remarier? La mère. Non. Me réhabituer à quelqu'un d'autre? Le fils. Avec quelqu'un que tu aimes? La mère. Tu sais, le fils. En tout cas, moi, ça c'est la phrase clé, moi, si j'étais une femme, j'aurais vraiment pas fait l'amour avec quelqu'un que je n'aime pas complètement. Se eu fosse uma mulher, é o título do capítulo que ele escreveu, que também se comunica, repetido no outro filme, Os Encontros de Ana. Muito interessante, você pode comentar essa. La mère dit, mais tu ne peux pas savoir, tu n'es pas une femme. J'éteins la lumière. Le fils, oui, si tu veux. La mère, dors bien. Le fils, oui. Enfin,
du dialogue. Le dialogue, proprement dit, ce dialogue commence vers 39 minutes. Il ne constitue qu'un seul plan fixe. Sylvain est allongé sur son lit en train de lire. La mère se tient debout derrière lui, sur le pas de la porte, retenue par les questions de son fils au sujet de son père. Le plan fixe de la scène se divise en 3 moments. Tout d'abord, la mère interpelle son fils en le comparant à son père. « Tu lis comme ça tout le temps, sans t'arrêter, tout à fait comme ton père. Tout à fait comme ton père. » Non seulement la mère compare le fils à son père, c'est-à-dire à son propre mari, mais cette comparaison est récurrente, répétitive, systématique, et le fils s'en irrite. Ils se ressemblent par l'identité de leurs désirs et deviennent ainsi interchangeables, le fils prenant la place du père, se substituant au désir de la mère. D'où la question du fils. Mon père, comment l'as-tu rencontré? Ce qui irrite la mère à son tour. Sylvain parle de miracle, comme d'un antidote à l'ordinaire. Un événement qui bouleverse l'ordre quotidien, déjoue les codes habituels et renverse les règles de l'attente. La deuxième phase du dialogue commence avec la réponse de la mère au miracle évoqué par le fils. Elle prononce un monologue en forme de confession que Sylvain écoute toujours sans bouger, presque immobile, comme mort, collé à son lit, continuant inlassablement à faire comme le père. Les confessions de la mère sont claires, précises et cohérentes, mais néanmoins ambiguës. D'un côté, elle réduit la rencontre du mari à cette situation commune et contraignante. Pour les femmes des années d'après-guerre, trouver un homme, quitter sa famille, avoir un chez-soi. De l'autre, elle substitue le désir du mari au désir du fils. La figure du père devenant ainsi l'objet fantôme par lequel se réalise ce déplacement des désirs. La laideur prétendue du mari ouvre pour le fils qui lui ressemble. La question du désir, de l'attirance, de l'attrait. Et s'il était laid, tu aurais envie de faire l'amour avec lui? La réponse de la mère contient 3 arguments. La laideur ne compte pas. Faire l'amour est un détail. Et puis, je t'avais. Le fils n'éprouve ici aucun mal à comprendre que sa naissance, son existence, rend pour la mère l'amour charnel insignifiant et fait de la laideur et de la beauté, en allusion au désir, des considérations insignifiantes. C'est lui, désormais, le fils, qui occupe la place du désir maternel. D'où ces questions brèves, précipitées, et qui s'enchaînent. Tu aurais eu envie de te remarier avec quelqu'un que tu aimes. L'idée d'un remariage et du désir amoureux font soupirer la mère devant le fils qui maintenant remue, se déplace légèrement vers elle et pose son livre sur sa poitrine avant de lui déclarer ses convictions personnelles sur le désir amoureux. Et tout ça, moi, en tout cas, moi, si j'étais une femme, de nouveau, je ne saurais vraiment pas faire l'amour avec quelqu'un que je n'aime pas complètement. C'est la 3e partie du dialogue qui ouvre une faille, encore une, dans le déroulement du récit. Cette scène porte sur la jouissance féminine de la mère ou la jouissance maternelle et s'énonce comme une double identification inversée. Sylvain s'identifie 2 fois sur 2 plans. D'un côté, il fait l'hypothèse d'être une femme, il se prend pour une femme, ou se met à sa place, il rejoue l'éternelle projection masculine du mystère féminin dont parle Freud. Pour Sylvain, la meilleure façon de saisir ce qu'est une femme, d'en connaître le mystère ou d'en percer le secret, c'est de se mettre à sa place, de désirer à sa place. Sylvain aurait très bien pu parler depuis sa propre place, celle du garçon, de l'homme, voire du mari, et dire en tout cas, moi, je n'aurais vraiment pas su faire l'amour avec quelqu'un que je n'aime pas complètement. Sylvain ne peut pas parler de son propre désir sans faire l'hypothèse conditionnelle de la femme. Il ne peut pas parler de son désir propre, du moins devant sa mère, à sa mère,
sans désirer être une femme. D'ailleurs, on retrouvera ces projections fantasmatiques au conditionnel comme un topos dans la littérature confessionnelle. D'abord chez saint Augustin, qui doit se prendre pour Moïse afin d'interpréter le texte biblique dans sa vérité. Je cite une phrase: « J'aurais voulu, comme si j'avais été Moïse, recevoir en don une telle faculté d'expression. » Ou on lit ce même geste chez Rousseau, dans ses dialogues, qui doit se projeter dans l'autre pour se voir lui-même tel qu'il est dans sa vérité. Je cite: « Il fallait nécessairement que je dise de quel œil, si j'étais un autre, je verrais un homme tel que je suis. » La projection dans le désir de l'autre, Moïse, le prochain ou la femme, établit pour le sujet un rapport fantasmatique entre son désir et la vérité, qu'elle porte sur la parole de Dieu, le tout autre, sur l'objectivité du regard de l'autre homme, ou encore sur le mystère de la femme, de l'autre sexe. En supposant être une femme, Sylvain ne veut pas dire à sa mère ce qu'est une femme, lui expliquer ce qu'elle est en vérité, mais il veut lui dire que lui-même, son propre fils, n'aurait jamais pu désirer son père s'il avait été à la place de sa mère. Et c'est ce que la mère ne comprend pas, croyant que Sylvain prétend savoir ce qu'est une femme. Mais tu ne peux pas savoir, dit-elle. Tu n'es pas une femme. L'affirmation du fils inverse deux choses en même temps, mais la réponse de la mère n'en perçoit qu'une seule. Ou plutôt les assimile, identifiant depuis toujours son mari à son fils. Sylvain joue ici le rôle de la bisexualité. Lorsqu'il se prend pour une femme, il inverse à son sujet les attributs sexuels, du masculin et du féminin, mais dans le but de montrer à sa mère qu'il sait qu'elle aurait dû avoir le même désir que lui s'il avait été une femme. Finalement, Sylvain révèle à la mère, à sa mère, le désir qu'elle aurait dû avoir, qu'elle aurait dû ou pu connaître, et qu'elle pourrait encore et toujours découvrir si elle voulait se remarier avec quelqu'un qu'elle aime. La mère ne comprend pas que son fils représente la faille de sa vie. Sa réponse, ferme et sans appel, met un terme à la discussion. Mais tu ne peux pas savoir, tu n'es pas une femme, j'éteins. Or, dès le lendemain matin, deuxième jour, 40 minutes, le cours des événements s'est inversé. Tout se bouleverse dans la vie quotidienne de Jeanne. Dans un premier temps, tout semble rester comme avant, comme au premier jour. Après le réveil, la préparation du petit déjeuner, le départ du fils à l'école, Jeanne Dillman s'occupe du ménage, fait son lit, dépose la petite serviette blanche sur la couverture, puis le prochain client, pour le prochain client, prend l'argent dans la soutière, puis elle sort, elle va à la poste et fait ses courses. Une fois rentrée, la succession des tâches ménagères s'enchaîne comme à l'ordinaire. Elle déballe ses courses, garde le bébé de la voisine, prépare les escalopes panées du mardi, puis elle prend un moment pour elle, boit un café dans la cuisine et mange un sandwich, rend l'enfant à la voisine et rentre dans sa chambre pour se maquiller. Elle sort à nouveau, mais cette fois avec sa faille de soie sur la tête. Boit maintenant un café dans un restaurant, puis elle retourne chez elle. Le ménage recommence. Elle met les pommes de terre à cuire et aussitôt le client sonne à la porte, le second client. Notons que jusque-là, tout semble se dérouler comme avant. Le plan de Jeanne Dillman et du client qui entre dans la chambre est identique au premier plan, du premier client, le premier jour. Le temps de la passe est toujours en plan séquence, elliptique et en hors-champ. On ne sait pas ce qui s'est passé, hors-champ. Mais quelque chose est arrivé qui perturbe le temps quotidien et bouleverse les gestes de Jeanne Dillman. Désormais, tout devient visible et transparent. La faille s'inscrit comme un marqueur de désastre dans les gestes quotidiens de Jeanne Dillman et s'exprime au travers de ses propres émotions. En effet, plus rien n'est maintenant comme avant depuis que Jeanne Dillman est sortie du hors-champ. Le rythme des séquences s'accélère, les plans se raccourcissent. Les gestes de Jeanne Dillman se précipitent au point
d'accompagner chacun de ces mouvements d'émotions signifiantes et d'un trouble qui la divise entre une chose qu'il faut faire et le désir d'en faire une autre. Elle oublie d'allumer la lumière lorsqu'elle accompagne le client à la porte. Elle met l'argent dans la soupière, mais sans refermer le couvercle. À nouveau, elle se lave avec soin et nettoie la baignoire, mais lorsqu'elle retourne à la cuisine, toute décoiffée, elle se rend compte qu'elle a oublié les pommes de terre. C'est le désarroi, la désorientation, le début d'une panique devant la femme qui se révèle au grand jour. Comme si la discussion de la veille avec son fils avait réveillé quelque chose au plus profond d'elle-même. Comme si la question de la jouissance maternelle avait fait naître en elle un désir interdit, refoulé ou impossible. La seconde journée est la plus longue, de 40 minutes à 1h60. La plupart des gestes et des mouvements du jour précédent se répètent, mais sur un mode décalé ou défaillant. Non seulement les pommes de terre sont trop cuites, mais de plus, Jeanne Hillman ne trouve pas le bouton de la chemise de son fils. La place dans le restaurant où elle va habituellement boire son café est prise par une autre femme qui fume, elle, une cigarette. Cette nouvelle journée se déroule en 2 temps, avant et après la scène de passe hors champ qui dure à nouveau 10 secondes. Le désastre qui suit hors champ peut se diviser à son tour en 3 parties. De la sortie de la chambre à la venue de son fils, du repas à la promenade nocturne, et le second discours avant de dormir. Plusieurs scènes jouent le rôle d'un marqueur de désastre et conduisent à la discussion finale du jour. À 1h43, le fils rentre de l'école, de nouveau, et sa mère n'est pas là pour l'accueillir. À la porte, le fils lui aussi s'agite, précipite ses pas, cherche sa mère qui est à la cuisine, silencieuse comme abattue, en train de peler de nouvelles pommes de terre. Le fils dit à la mère, « Tu es toute décoiffée. » Elle lui répond, « J'ai laissé trop cuire les pommes de terre. » Un lien de cause à effet se crée entre trop cuire le repas et être décoiffé, que l'on peut traduire par « Je suis toute décoiffée parce que j'ai laissé trop longtemps cuire les pommes de terre. » Pour le fils, ce qui a décoiffé la mère et la perturbe au point de ne pas venir le chercher à la porte, comme d'habitude, comme tous les jours, comme chaque jour, c'est quelque chose qui a duré trop longtemps et qui a égaré la mère, l'a perdue dans le temps. La faille, c'est une durée trop longue, c'est du temps successif et régulier du quotidien de la mère. On peut comprendre cette durée excessive comme ce qui sort de l'hors-champ de la scène de passe, et se révèle de plus en plus clairement dans le champ, entraînant les séquences de plus en plus décalées, désordonnées, qui désorientent l'espace et le temps du quotidien pour culminer à la fin du film dans le meurtre du dernier client qu'on a vu. Mais l'événement principal se trouve dans la dernière scène du second jour. Sylvain est allongé dans son lit, cette fois tourné sur le côté, lisant toujours comme son père, sans s'arrêter. Sa mère l'embrasse et lui propose de venir goûter demain avec son ami qui s'appelle Yann. Et c'est alors que Sylvain entame un long monologue poursuivant le discours de la veille sur le désir de la mère, cette fois en évoquant explicitement la mort du père. Dans le premier discours de la veille, on a vu, Sylvain est allongé sur le dos, son livre à la main, la mère se tenant debout près de la porte. Maintenant, Sylvain, toujours allongé, regarde de côté de la caméra, tandis que la mère, assise sur le lit, lui tourne le dos. Elle regarde en bas et ne dit rien. Elle écoute le long discours de son fils qui cite les propos de son ami Yann, sorte de grand frère, éducateur sentimental. Ce discours se divise en 3 parties. Je le cite, vous l'avez. La mère. Si tu veux, tu peux rentrer plus tôt demain. Tu peux goûter ici avec Yann, Sylvain. Je crois que Yann est amoureux de l'infirmière.
Il n'a pas pris le train avec moi aujourd'hui. Il a dit qu'il avait affaire. Et quand le tram est repassé devant l'école, je l'ai vu. Il n'était pas parti. Il a acheté un petit livre qui explique des tas de choses. La durée du climax, l'orgasme. Il dit qu'à notre âge, il est grand temps de s'intéresser aux femmes. Mais il ne veut pas d'une gamine. Il dit que le sexe d'un homme est comme une épée. Et qu'au plus profond, on l'enfonce, au mieux c'est. Mais je me suis dit, une épée, ça fait mal. Alors il a dit, oui, mais tu sais, c'est comme le feu. Alors où est le plaisir? La mère. Ça ne sert à rien de parler de ça. Sylvain, tu sais, c'est lui qui m'avait tout raconté quand j'avais 10 ans. Je lui avais dit, quoi, papa a fait ça à maman? Et pendant des mois, j'ai détesté papa pour ça. Et j'avais envie de mourir. Et quand il est mort, papa, je crus que c'était une punition de Dieu. Et maintenant, je ne crois même plus en Dieu. Il m'a dit que ce n'était pas seulement pour me faire, me mettre au monde. Alors j'ai commencé à faire des cauchemars la nuit, pour t'appeler, pour que tu restes près de moi, pour qu'il n'ait pas la possibilité de s'enfoncer en toi. La mère, tu n'aurais pas dû t'en faire, il est tard maintenant, j'ai temps. Sylvain, oui si tu veux, maman. La mère, il est tard, Sylvain, dors bien. Sylvain, oui. Dans la première partie de son discours, Sylvain parle au nom de Yann. Les deux adolescents discutent de sexualité, du désir, de la jouissance et de l'orgasme. Ils comparent le sexe masculin à une épée, à l'arme de guerre qui transperce le corps, qui le tue. Le sexe de l'homme est une arme qui fait souffrir, qui blesse et qui meurtrit le corps de la femme. Alors Sylvain se demande, dans cette douleur, où est le plaisir? La question que Sylvain se pose à lui-même, qui l'interroge et le perturbe tout à la fois, la mère l'entend comme une question qui lui est adressée. C'est la question de la veille sur la jouissance maternelle qui ressurgit, qui revient comme un choc, et qui la fait bondir du lit. Elle répond à son fils, ça ne sert à rien de parler de ça, répétant ses réponses négatives de la veille. La laideur n'a pas d'importance, faire l'amour est un détail, mais à la différence de la veille, la mère refuse maintenant. Refuse d'accepter ce qui lui est arrivé et d'écouter son fils. C'est la deuxième partie du discours qui commence. Sylvain parle cette fois en son propre nom. Précisément depuis la place du fils. En fait, Sylvain confesse à sa mère qu'il pense à ça depuis qu'il a 10 ans. En fait, depuis qu'il sait que papa a fait ça à maman. Papa fait souffrir maman avec son sexe. De là s'enchaîne un drame en 3 actes. Le fils déteste le père depuis des mois, il a envie de mourir, et quand son père meurt, il est mort peu de temps après, il croit que c'est une punition de Dieu. Son père aurait été puni de mort, comme par châtiment, pour avoir violé quotidiennement sa mère. À la fin de son discours, Sylvain rapporte le viol et la jouissance. Comme le serpent, comme un petit démon, Yann révèle toujours la version cruelle des choses à Sylvain. La jouissance est un supplément, elle excède la fonction, le besoin, la nécessité. Elle vient toujours par-dessus le marché. En somme, c'est la jouissance dans le viol, la jouissance du viol, qui pose surtout le problème à Sylvain, qui lui donne envie de mourir, n'osant probablement pas s'avouer son désir de voir mourir son père. Lorsqu'il comprend que son père n'a pas seulement violé la mère pour le faire, le mettre au monde, mais par plaisir, pour se faire plaisir, pour jouir de la mère, ou pour l'avoir juste pour lui, Sylvain a des cauchemars et appelle sa mère toutes les nuits. Il veut que sa mère reste près de lui pour s'approprier ou se réapproprier la mère, sa mère. Si elle est près de lui, alors son père ne pourra plus s'enfoncer dans sa mère.
Sylvain devient le protecteur de sa mère, le gardien de la jouissance maternelle, le garant bouclier contre le sexe du père. On pourrait ici penser les fantasmes du fils comme la substitution phallique de la mère. Dans les deux premières scènes de passe, le hors-champ comporte une double fonction. D'un côté, il indique la satisfaction du client. On ne voit rien de la scène, mais on la devine par suggestion, et la durée de l'événement est montée en ellipse. D'un autre côté, cette scène indique le hors-champ lui-même. Le hors-champ est thématisé comme le contenu même de la scène, faisant ainsi de la jouissance un excès, une dérive ou un débordement. Il y a très peu de hors-champ dans le film, privilégiant plutôt, vous l'avez vu, les plans longs, fixes, qui montrent le plus souvent l'action en temps réel. Le bain, la vaisselle, la préparation du repas, etc. La jouissance est un hors-champ, ce dehors ou ce hors-temps. Mais qu'en est-il de la jouissance féminine de la mère, de la jouissance maternelle? Qu'en est-il pour le fils? Et qu'en est-il pour la mère elle-même? La déduction qui nous conduit de la jouissance à la mort du père, puni par Dieu, se fait en réalité à rebours de la mort du client à la jouissance de la mère, qui tue elle-même son client. La mère tue celui-là même qui l'a fait jouir, comme le père meurt d'avoir joui de la mère par violence. C'est en quoi consiste la scène du hors-champ qu'on ne voit jamais. Elle représente le temps de la jouissance féminine, le drame de la mère devant et durant le temps de sa propre jouissance. Tout au long du deuxième jour, le hors-champ lentement se révèle dans le désordre de l'espace quotidien et la désorientation des gestes de Jeanne Guillemard. Durant le troisième jour, les actions s'inscrivent et s'enchaînent dans un désordre du temps, un décalage du temps, un temps trop long, un temps trop court, une attente et un oubli. Après avoir perdu le contrôle de l'espace, des gestes quotidiens, des habitudes et des routines, Jeanne Dielman perd maintenant la maîtrise du temps. Des horaires, des rendez-vous. C'est l'épreuve de l'attente qui commence, qui se vit comme un temps mort, ou comme un temps de la mort. Jeanne Dielman découvre l'attente comme un désordre du temps, comme une faille du temps, qui inscrit dans son corps la relation du temps et de la mort. Cette faille lui fait vivre l'attente comme un temps qui conduit à la mort. En 2 minutes 13, l'attente du client commence. Jeanne Dielman, en 2 heures, commence, pose la serviette blanche sur le lit, sort à nouveau faire les courses et s'aperçoit que certains magasins sont encore fermés. Elle est venue trop tôt, sans s'en rendre compte. Elle rentre chez elle, retourne dans sa chambre à coucher, regarde son réveil sur la table de chevet et comprend la faille. Elle s'est trompée d'heure. C'est le début d'une longue attente entrecroisée d'événements quotidiens habituels. Elle ne s'est pas seulement trompée par mégarde ou distraction, mais elle a anticipé la venue du client. Elle a devancé le temps de la jouissance, l'inscrivant désormais dans le temps du quotidien et au rythme de son corps. Elle passe maintenant son temps à attendre son client. Elle reste assise et ne fait rien, elle tourne en rond, elle range des choses déjà rangées et regarde l'heure sans arrêt. La répétition et l'ordre de l'ordre quotidien s'est décalé, inversé, comme remplacé par la répétition du désastre de l'attente. Je vais m'arrêter là. La question du fils devient comme un fantôme dans cette insupportable attente. Elle revient à plusieurs niveaux de sens. Tout d'abord, elle se manifeste comme une interpellation de la jouissance féminine. En tout cas, moi, si j'étais une femme, je ne saurais vraiment pas faire l'amour avec quelqu'un que je n'aime pas complètement. Ensuite, cette question souligne la place que le fils représente pour la mère. Il est celui qui remplace le père. Et puis, je t'avais. Donc, faire l'amour est un détail. Le fils est la figure de celui dont l'existence rend le désir du père ou du mari insignifiant. Cette question s'impose enfin au sens où le fils désire la mort du père, pour protéger sa mère contre le sexe du père qui la viole. Le fils désire ainsi être à la place du père, être au plus proche de la mère, pour garder et surveiller la jouissance maternelle. La mère ne doit pas faire l'amour pour rien, comme le père qui viole la mère par plaisir, pour le plaisir. La question du fils finalement confronte la mère à sa propre jouissance et lui demande de justifier cette jouissance.
Soit elle fait l'amour pour rien, par plaisir, comme le père qui jouit de faire souffrir la mère, en ce sens, il doit mourir, et Dieu s'en est chargé. Soit elle fait l'amour pour de l'argent, comme avec ses clients pour entretenir et nourrir son fils. En cet autre sens, il va mourir. Et la mère, cette fois, s'en chargera. Selon la mère, en effet, la question du fils met en comparaison ces deux cas désastreux de relations sexuelles. Pour l'un comme pour l'autre, la mère ne fait pas l'amour avec quelqu'un qu'elle aime complètement. La mort de l'un doit donc valoir pour la mort de l'autre. La mort du père doit se reproduire dans la mort du client. Je vous remercie.